RMC 6h10, Bourdin Direct, Raphaël Duchemin. 8h41, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est François Ruffin qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Député de la Somme, député France Insoumise, bien sûr. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu dans le Figaro, Gérard Collomb confirme que le prochain gros chantier social, c'est celui des aides à l'embauche. Certaines subventions sont jugées trop coûteuses, peu efficaces. Dans le collimateur notamment, il y a les fameux contrats aidés. Chantier ouvert dès la rentrée, chantier sur lequel vous allez ferrailler avec le gouvernement. Pour ma part, ça a déjà commencé, puisque j'ai eu un certain nombre de plaintes dans ma circonscription qui travaillaient dans des cimetières pour des emplois communaux ou bien étaient dans des associations, étaient très heureux dans les postes qu'ils occupaient dans les associations et qui sont mis à me dire mais alors il y a des emplois aidés, il y en a plus, Pôle emploi nous dit qu'il y en a plus, on est allé voir Pôle emploi et ils ont confirmé qu'il y avait un gel des emplois aidés. On a interrogé Muriel Pénicaud déjà à l'Assemblée nationale. Oui, le 9 août, voilà. Elle était intervenue sur le dossier. Qui a répondu qu'en gros ça coûtait trop cher. Moi je pense que, y compris sur les aides à l'emploi. 3 milliards d'euros chaque année quand même. Le CICE, il faut rappeler, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, dont les rapports remis au Premier ministre confirment tous qu'il est inutile, c'est 24 milliards d'euros par an. Oui, c'est pas une raison pour maintenir quelque chose qui est coûteux et qui est inefficace. De l'autre côté, ça représente quand même des centaines de milliers d'emplois pour des gens qui, parfois, accéderaient difficilement à l'emploi normal. Alors après, Muriel Pénicaud, elle dit, oui, c'est pas du bon emploi et tout ça. Moi, j'entends, mais on est dans un raisonnement là qui est le même que celui sur les APL. On nous dit, ces aides au logement là, ça va pas, donc on les baisse. Et on va faire une autre politique du logement. Commencer par faire une autre politique sociale, commencer par faire une autre politique du logement et ensuite diminuer les aides qui existent. Là, on vous supprime l'échelle, mais attendez, on va vous construire un escalier. Mais en attendant, il n'y a plus rien du tout, quoi. Oui, François Ruffin, malgré tout, c'est un dispositif qui permet, pardonnez-moi, de baisser artificiellement le chiffre du chômage. Personne ne peut contredire ça, franchement. Non, mais moi, je veux dire, j'ai jamais défendu ce type d'emploi parce que je souhaite mais vous êtes plutôt du côté de ceux qui ont envie que les gens aient du travail et de manière pérenne. Voilà, je souhaite que les gens soient titularisés quand ils sont compétents, que les associations aient les moyens pour le faire, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on peut pas supprimer quelque chose en disant pas ce qu'on va mettre à la place, ou bien en commençant par mettre quelque chose à la place pour les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, et que c'est seulement ensuite qu'on vous dit je sais pas, dans plusieurs mois, plusieurs années, on verra bien, mais on va penser à une autre politique. Oui, mais les gens, ils vivent pas demain, ils vivent aujourd'hui. Vous dites on met la charrue avant les bœufs. La Cour des comptes pourtant tirait aussi la sonnette d'alarme sur ces dispositifs-là. Oui, mais la Cour des comptes, elle tire l'alarme sur plein de dispositifs, mais maintenant, il se trouve que c'est d'un point de vue comptable peut-être, mais ce sont des choses qui font vivre les gens, quoi. Donc il faut d'abord s'attacher à comment les gens vivent. Est-ce que ça va amener davantage d'espoir ou davantage de désespoir dans le pays? Donc s'il faut faire une autre politique, mais on n'en voit pas aujourd'hui le bout de notre politique sociale, parce que les mesures qui vont être prises par le gouvernement sur le plan fiscal, c'est la flat tax, la taxe sur les capitaux, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Ça va représenter 7 milliards d'euros, dont y compris l'Observatoire français de la conjoncture économique dit que ça va profiter aux 1% les plus élevés. Je ne sais pas si vous avez vu le numéro de Challenge qui est sorti cet été, avec Julien Menella, avec les 500 plus grosses fortunes de France. Alors Challenge n'est pas réputé pour être un magazine marxiste ou gauchiste. Non, pas vraiment. Ce qu'on y lit, c'est simple, c'est le constat saute aux yeux. Le patrimoine des ultra-riches a considérablement progressé depuis 2 décennies. La valeur des 500 fortunes a été multipliée par 7. Des chiffres qui témoignent du formidable essor des entreprises au bénéfice de leurs actionnaires. Et ils disent, cette prospérité de l'élite des fortunes contraste avec le sort du reste de la population. Le patrimoine médian des Français, lui, a stagné depuis 1996 sous les 160 000 euros. Or, ce sont ces 1%-là, ces 500 fortunes, qu'à la place d'aller chercher de l'argent de ce côté-là, parce que là, il y en a, leur patrimoine a été multiplié par 7, ce sont elles qu'on va encore aider à voir leur fortune augmenter, vraisemblablement de 3% ou quelque chose comme ça, quoi. Évidemment, quand on vous entend, on se dit que la rentrée sociale va être agitée sur ce dossier des contrats aidés, sur effectivement le dossier des plus riches de ce pays, et puis aussi celui des ordonnances. Vous avez d'ailleurs commencé déjà à vous bagarrer à l'Assemblée nationale sur cette question-là avec Muriel Pénicaud qui porte la réforme du Code du travail. Vous promettez d'ailleurs, et vous le dites, une rentrée explosive. Vous êtes sûr quand je dis vous, c'est la France insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Moi, je promets rien du tout. Vous savez, non.
vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Non, je sais pas que je suis pas d'accord, mais c'est que je promets rien du tout. On n'est pas prophète. Moi, je suis pas prophète. On sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est toujours compliqué de prévoir comment va être une rentrée sociale. Quel est le pouls du pays? Moi, je pense qu'il y a un certain appétit dans le pays. On a une. Vous êtes sûr que les Français vont vous suivre dans la rue le 23 septembre? J'en suis pas sûr du tout. Maintenant, je pense que on a l'avantage d'avoir une politique qui est claire, et on peut pas dire que Macron ait menti sur ses intentions. On n'est pas déçu du résultat. Les emplois aidés, c'était pas prévu, les APL, c'était pas prévu, mais en gros, les réductions d'impôts pour les riches, comme parle Édouard Philippe, puisque c'est ce qu'il a déclaré au Financial Times, c'est qu'il allait faire des réductions d'impôts pour les riches, et puis de l'autre côté, qu'on aille récupérer de l'argent sur la CSG, les petites retraites et ainsi de suite. Ça, c'était dans le programme. Donc, de ce côté-là, on n'est pas déçu. On a une vraie politique de classe. Moi, j'appelle ça Robin des Bois à l'envers. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Donc là, il y a quand même un facteur qui, on voit la chute de Macron, vertigineuse de Macron dans les sondages. Il y a quand même des signes qui montrent qu'il peut y avoir un certain appétit dans le pays, un réveil possible. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que ces choses-là ne se prévoient jamais. Et on est dans une année où il y a quand même eu la présidentielle, où il y a eu des élections, où, du coup, on a un gouvernement qui a encore peut-être une certaine légitimité. Donc, dans ces moments-là, c'est pas facile. C'est pas les années les plus faciles pour la contestation. Oui, d'autant que vous le dites vous-même, hein, François Ruffin, vous dites effectivement, il dit les choses et il les fait, Emmanuel Macron, et en même temps, on se rend compte que vous faites référence à un coup d'État social. Donc, on se dit, est-ce que finalement, on est bien sur la même longueur d'onde? Est-ce que les Français vont voir ça de cette manière-là? Parce que effectivement, il a annoncé ce qu'il allait faire. Il y a une vraie politique en faveur des riches et contre les gens modestes. Mais ça, c'est une surprise? Mais non, pour moi, c'est pas une surprise, mais pour les gens qui ont été un peu moins des observateurs, parce qu'on nous a emballé ça pendant la campagne, il y avait un certain nombre de mesures qui présentaient comme plus sociales et tout ça. Là, la clarté avec laquelle c'est mis en œuvre, ça risque de dessiner un certain nombre d'yeux. Et puis vous savez, quand un président est élu, il n'est pas élu avec une majorité c'est pas la majorité du vote contre Marine Le Pen qui représente la réalité de l'opinion aujourd'hui, quoi. Dites-moi, vous avez vu que Emmanuel Macron est à Marseille en ce moment. Il a joué au football hier. Vous avez un t-shirt d'une équipe de foot argentine. Vous, lui, c'est celui de l'OM hein, qu'il a enfilé pour aller taper le ballon, comme on dit. Mais en même temps, il a aussi porté plainte contre un photographe qui l'accuse de harcèlement. Est-ce qu'il a aujourd'hui un problème de gestion de l'image ? J'en sais rien. Moi, je vais vous dire, mon problème avec Emmanuel Macron, c'est juste sa politique et ses choix politiques qui sont, je le redis, en faveur des 1% et contre le reste des gens. Après, comment il gère sa communication et tout ça, c'est pas trop mon problème. On a vu qu'il a tenté de serrer la vis aux médias, y compris sur Pénicaud, par exemple, hein, puisque sur ce que j'appelle le Pénicaud Gate, mais le fait qu'elle touche 1 million d'euros chez Danone et ainsi de suite, il y a eu des consignes données aux journalistes par Christophe Castaner en disant n'affaiblissez pas la ministre du Travail. Ça nous a pas empêché d'en parler. Mais non, je dis pas que ça empêche qui que ce soit de faire son travail, mais simplement c'est quand même bizarre qu'un porte-parole du gouvernement vienne pour donner comme consigne aux journalistes, s'il vous plaît, n'affaiblissez pas la ministre du Travail. Il tente de construire une connivence qui, je l'espère, n'existera pas, quoi. Non, mais je vous parle d'image parce que il y a une certaine pipolisation hein, de la vie politique, et puis il y a aussi un autre phénomène qu'on observe. Moi qui me pose question, on voit Emmanuel Macron vouloir lancer ses propres médias, on voit le Front National faire pareil avec l'ambition d'une télé, vous également. Pour quelle raison? Parce qu'il y a plus confiance aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est rompu avec les médias actuels. Non, mais de toute façon, moi. Qu'on veuille s'adresser aux gens directement sans passer par les journalistes, c'est quelque chose que je comprends. Je veux dire pourquoi ? Parce que moi, devoir parler de cravate et ainsi de suite. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un appel que j'ai reçu. Eh ben, on va le faire. Voilà, ce vendredi, où une dame m'appelle et me dit voilà, on vient de me couper l'électricité. J'étais en chimio. Je rentre en gym à couper l'électricité, mais je lui dis mais vous avez pas reçu de courrier ? Non, j'ai pas reçu de courrier. J'ai juste reçu un message, mais comme j'étais en traitement contre le cancer, j'ai pas bien vu mon message, j'ai 800 € d'impayés. Bon, et moi je m'efforce comme député de faire le 0869 machin, de faire des 1, des 2. Si vous voulez régler votre facture, appuyez sur étoile. Ça, voilà. Oui, vous inquiétez pas, on l'a tous fait une fois. Voilà, et ça dure pendant 10 minutes. Et j'ai une téléconseillère par ailleurs très sympathique, mais qui me dit à l'arrivée, mais écoutez, je suis désolé, mais le fait d'être malade, y compris du cancer, c'est pas un truc qui vous dédouane d'avoir
l'électricité payée. Ce que témoigne de ça, c'est pas seulement la pauvreté, parce qu'il y a une question de pauvreté. La dame, heureusement, grâce à sa maladie, va toucher l'allocation handicapée à la place de toucher l'AS, mais c'est une certaine inhumanité du système. Et je pense que, je sais pas si vous avez vu le film Moi de Daniel Blake de Ken Loach, mais moi déjà, ça m'avait fait chialer quand je voyais ces séquences où le gars passait son temps au téléphone et sur Internet et tout ça. Pour enfin arriver à avoir une voix humaine qui faille tout ce temps, et que la voix humaine, elle est juste des consignes inhumaines à donner. Et quand je dis, mais est-ce que je peux avoir quelqu'un de votre direction, elle m'a dit, si vous voulez, je vous donne le numéro du service commercial où je recommence mes 1 et mes 2 et machin. Mais il n'y a jamais personne pour considérer simplement qu'est-ce qui peut se passer dans la vie des gens avec l'humanité. Mais ça, c'est un phénomène de société aujourd'hui, François Ruffin. On est en train de déshumaniser beaucoup de sociétés privées. Bah oui, mais je suis pas là pour l'accepter, moi. Je suis là pour le refuser. Et là, vous voyez, c'est pas lié à Macron, ainsi de suite et tout ça. Mais je suis là pour être une voix qui dit c'est pas normal que on puisse pas parler aux gens humainement. Mais une fois qu'on a dit c'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, Engie avant c'était GDF. Oui. Il se trouve que EDF par exemple traite pas de la même manière. Il y a encore eu des assistantes sociales qui ont existé à EDF, et qu'il y avait des assistantes sociales pour, avant qu'on coupe l'électricité ou qu'on coupe le gaz, dire voilà, on va regarder votre dossier, on va le traiter, on va faire pour qu'il y ait des prélèvements automatiques et qu'on puisse revenir sur vos factures et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ces problèmes-là que je souhaite faire remonter aussi. Moi, j'aimerais connaître votre position sur la police de la sécurité du quotidien, parce que ce matin, le ministre de l'Intérieur annonce qu'elle va commencer à travailler dès la fin de l'année. Stanislas Godon d'Alliance était un peu ce matin sur RMC un peu interdit, parce qu'il dit c'est très bien, on nous l'annonce, mais nous pour l'instant on n'a pas de moyens supplémentaires, on ne sait même pas à quoi ça va servir. À la France Insoumise, vous êtes favorable à ce retour de ce qu'on appelle, alors quel que soit le nom, police de proximité. Pour quelle mission finalement? Moi, alors maintenant, je veux dire, c'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout sur tout et qu'on est un champion de tous les dossiers. Et je vais pas vous dire que cette question-là, c'est un dossier que j'ai particulièrement travaillé. Ça serait mentir aux gens qui nous écoutent. Intuitivement, je suis favorable à parce que ça crée du lien. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une cassure dans les quartiers, notamment entre les habitants et la police, et qu'il y a un lien qui est absolument nécessaire de rétablir. Donc voilà, je pense que c'est un outil pour ça. Maintenant, c'est comme pour tout. Par exemple, pour les histoires de vaccins, ça débarque comme ça, on ne sait pas de où. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une démocratie. Les vaccins, qu'Agnès Buzyn veut mettre en place les 11 vaccins à la rentrée. Passer de 3 à 11 vaccins. Je sais pas, sur le fond, je me positionne pas. Mais on n'arrive pas comme ça en disant on va passer de 3 à 11 vaccins de manière obligatoire, sans en avoir discuté avec les gens, avec les acteurs concernés et ainsi de suite. Moi, je suis pour une démocratie de la santé. Et là, de la même manière, je serais pour une démocratie de la sécurité. C'est-à-dire, avant d'annoncer, ça y est, ça va se faire, à la fin de l'année, ça sera en place, vous verrez, ça sera super, qu'on mette les policiers autour de la table, qu'on mette les associations de quartier, qu'on mette les mamans, qu'on mette les maires, qu'on mette tout ça, quoi. Est-ce que vous avez lu l'article qui vous est consacré dans l'Express? Quand je dis vous, c'est aux Insoumis. Les Insoumis ayant chanté tout l'été, ils ont marqué les débuts de la nouvelle Assemblée. Zélés, stratèges, pros de la com, les députés mélenchonistes peuvent être contents de leur entrée en scène, mais la crise de croissance guette. Ah bon? Vous avez ce sentiment-là? Je sais pas c'est quoi la crise de croissance, ça veut dire le souci de riche, ça veut dire qu'on serait tellement populaire que ça nous créerait des soucis, je sais pas trop, moi j'ai pas lu ce papier. Seule star montante capable de démonter les caméras, là c'est peu contrôlable, François Ruffin. Vous êtes incontrôlable, François Ruffin? Vous trouvez que je suis incontrôlable? Moi je sais pas, moi je cherche pas à être contrôlé, ceci dit. Mais je cherche à parler librement, j'ai toujours dit que j'avais été élu pour parler en mon âme et conscience et en toute indépendance. Vous avez le sentiment d'être peut-être le rival en interne aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon? C'est ce qui se dit, c'est ce qui se murmure? Pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je veux dire, je débarquais en politique. Alors moi, ça fait 18 ans que je fais mon journal, ce qui est une manière de faire de la politique. Je me suis bagarré sur des tas de dossiers déjà. Mais moi, je suis entré en politique au printemps, et quand on a quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon à ses côtés, on a beaucoup à apprendre. Donc voilà, d'abord, il faut regarder qu'est-ce que c'est que cet univers politique, comment les gens se comportent à l'Assemblée, quels sont les codes qu'on veut rejeter et ceux qu'on doit accepter et tout ça. Donc moi, j'ai pas de difficulté. Puis après, vous savez, il y a des gens qui se mettent à parler de 2022, quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est en 2017. Les gens, ils vont avoir 5 ans à vivre. J'espère qu'on n'aura pas 5 ans à vivre avec Macron. Donc on a des bagarres à mener pendant 5 années, et puis j'espère pendant moins de temps que ça, pour penser à quelle démocratie on veut. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois à l'Assemblée nationale, c'est que c'est du flan.
Bah oui, c'est du flan. La loi, elle se fait pas à l'Assemblée nationale. Ah bon? La loi, elle se fait à l'Élysée, et l'Assemblée nationale, c'est une chambre. C'est quoi, un bureau d'enregistrement? Le Parlement est un bureau d'enregistrement des désirs du président, avec des députés qui votent en cadence. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale. Donc ça ouvre une tribune, mais c'est pas là que se fait la loi. Et ça, il faut le dire aux Français. Mais je veux dire, c'est pas propre à Macron. Déjà sous Hollande, il avait fait sa mise en œuvre, sa politique était l'inverse de son programme. Et pourtant, il y a eu des frondeurs, mais en gros, le gros de sa politique est quand même passé à l'Assemblée nationale sans trop de dégâts. Donc voilà, là, il y a une question centrale. C'est pour ça que moi, par exemple, j'avais posé comme amendement dans la loi qui était la loi de moralisation, ça changeait de nom 36 la loi fois. de confiance dans la vie politique maintenant. Oui. J'avais posé comme amendement, par exemple, que soit les législatives se déroulent le même jour que la présidentielle, soit elles se déroulent un an après, mais pas à un mois d'intervalle où on se retrouve avec des majorités pléthoriques et où juste c'est tout pouvoir au président, quoi. D'un mot, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la question du Venezuela? C'est un dossier qui est revenu à la une, évidemment, avec les troubles qu'on connaît. Quelle est votre position sur la situation, la crise que traverse le pays aujourd'hui? Alors moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la police de proximité. Je m'excuse, mais moi, le Venezuela, je connais pas particulièrement. La Syrie, je connais pas particulièrement. La Corée, ce que je vois. C'est tout à votre honneur. Vous dites, je connais pas, j'en parle pas. Je préfère pas trop en parler de ce qu'on connaît pas, quoi. Donc voilà, moi, c'est plutôt ma manière de faire. Bon, ensuite, ce que je peux dire, c'est que j'ai relevé une déclaration là dimanche. Je sais pas si vous avez passé une déclaration du patron de la CIA, oui, qui s'exprimait et qui disait, au Venezuela, il y a tout. Il y a maintenant, il y a les Cubains, il y a les Russes, il y a le Hezbollah. Et donc du coup il y a un gros risque là-bas et en sous-entendu il faut intervenir. J'ai regardé, il y a 3600 kilomètres entre Washington et Caracas. C'est comme si Moscou décidait que peut-être ils allaient intervenir en Espagne. Vous voyez, je veux dire, là, en tout cas, moi, je suis pour que ça soit aux Vénézuéliens de décider de l'avenir du Venezuela. Ça, c'est un truc qui est certain chez moi. Voilà. Merci beaucoup, François Ruffin, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci de votre position sur l'actualité, votre regard lucide. Hein. Vous dites les choses, même quand vous ne connaissez pas les dossiers. On verra si au fil du temps, je suis obligé d'apprendre la langue de bois ou bien, voilà. Ouais. Pour l'instant, vous ne la connaissez pas, c'est pas plus mal. 8h58 sur RMC.